Merci bien. J'appelle donc le troisième orateur, c'est Edouard de Carmassy qui présente pour l'autre film, il a dit qu'il n'est pas présent parce qu'il est un vol pour une mission chirurgicale, je crois à la Réunion. Donc Edouard, voilà, à toi la parole. Pardon? Bon courage, Edouard. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, tu m'as dit que vous ne pouvez pas être présent aujourd'hui, mais je vais vous présenter ce cas clinique. Alors, il s'agit d'une fille âgée de 9 ans qui présentait une scoliose précoce évoluant dans le cadre d'un syndrome de Turner qui était initialement suivi à Paris. Elle a été traitée depuis l'âge de 4 ans par des corsets successifs garchois. Euh, Cependant, pour une expatriation à l'étranger, les parents sont partis en Argentine à l'âge de 9 ans. Euh, pour lequel ils ont réalisé une instrumentation sans greffe. Donc à droite, c'est l'imagerie médulaire préopératoire. Il n'y avait aucune anomalie de signal ni anomalie de charnière avant cette prise en charge. Donc à l'âge de 9 ans, elle a bénéficié d'une instrumentation sans greffe T1 L4 en Argentine, pour lesquels les différents examens neurologiques ont été sans particularité. Ils sont rentrés d'expatriation ensuite à Paris. Elle a continué son suivi à Necker jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous avez les radiographies qui apparaissent sur la droite. Pour lequel, devant une petite aggravation de la déformation, ainsi que le trajet des vis en L4, une indication d'une retention de tige associée à un changement des vis en L4 a été indiquée. Nous avons donc réalisé la retention de tige ainsi que le changement des vis. Les PES péropératoires ne montraient aucune modification pendant toute l'intervention. Cependant, au réveil, la patiente présentait une paraplégie sensitivo-moteur de niveau T4, pour lequel une IRM ainsi qu'un scanner ont été réalisés, ne retrouvant aucune anomalie, que ce soit médulaire ni au niveau du matériel. Ça, c'était le jeudi. Le vendredi, reprise à J1 pour relâchage du matériel. Les PES au début et à la fin du bloc étaient absents. 48 heures plus tard, donc le dimanche, apparition d'une tétraplégie au C4. Avec une nouvelle IRM réalisée, retrouvant des lésions médulaires cervicales en C4, C5, C6. À partir de J7, il y a eu un début de récupération sensitivo-moteur au niveau des mains. À 3 mois post-opératoire, il y avait une progression au niveau du membre supérieur, aucune évolution au niveau du membre inférieur. L'IRM de contrôle à 3 mois retrouvait des lésions ischémiques étendues sur toute la moelle, avec des phénomènes de cavitation. Et la question était, y a-t-il un lien avec sa pathologie initiale, à savoir le syndrome de Turner? Autant la littérature sur sur le syndrome de Turner et les coarctations de l'aorte et les dissections de l'aorte est assez fournie, autant pour des lésions ischémiques médulaires, on n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé uniquement 2 dossiers. Le premier, en haut à gauche, c'est une patiente de 30 ans avec un syndrome de Turner qui se présente aux urgences avec un tableau d'hémiparésie droite spontanée, sans aucun traumatisme. La patiente décrivait uniquement des douleurs cervicales évoluant depuis 2 semaines. Le bilan d'imagerie retrouvait en fait une dissection de l'artère vertébrale, expliquant la symptomatologie. L'article ne va pas plus loin sur la suite de cette patiente. Et le deuxième article, c'est une patiente de 9 ans qui se présente, qui a également un syndrome de Turner, traité par hormone de croissance, présentant un tableau de paraparésie spontanée, sans traumatisme. Les différents examens complémentaires retrouvent en fait une hémorragie intramédulaire intradurale extramédulaire T11, T12, expliquant la symptomatologie. Et fort heureusement, les symptomatologies ont disparu après une corticothérapie forte dose en 2 semaines. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Moi, j'ai une question déjà. Vous avez beaucoup allongé? Alors, nous avions allongé. Alors, la retention était initialement modérée. Il y avait environ 1,5 cm. C'est de la petite réserve qu'on a à gauche. Et j'ai pas mis les radios après le relâchage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vous avez opéré avec des PES, Oui. pas de monitoring moteur, c'est ça? Il n'y a pas de PEM ou PENM?
Si, pense que Roland, si, hein, je pense ils que font si, tout. hein, C'est des PENM, Aneka, avec un euro qui est sur avec un place neurophysio. dans la salle. Il y a- Là, c'est imparable. On a le Parce que- niveau maximum de surveillance. il n'y a eu aucune alerte PEROP pendant la première Est-ce que, recherche. est-ce que tu as des précisions sur le saignement opératoire ou post-opératoire? Est-ce que quand ils ont ouvert les drains, ça a saigné, puis au lieu de clomper le drain, ils ont mis des amines vasopressives et pas assez remplies? Est-ce que tu as des informations sur ça? Parce que là, clairement, c'est soit de la réanimation avec saignement aigu qui n'a pas été, un bas débit qui n'a pas été bien géré, ou alors une pathologie vasculaire. Ouais, les reprises d'instrumentation sans greffe, c'est une reprise dans la zone déjà opérée de fibrose sur un petit abord. Donc, habituellement, c'est très peu hémorragique, quoi. Je fais un retour d'expérience d'une patiente qui n'était pas Turner. J'avais fait une scoliose combinée et au réveil, elle s'est réveillée tétra. Et en fait, on a fait tout de suite une IRM et on a trouvé un hypersignal en C5, C6. J'ai fait tous les examens que je pouvais faire, Doppler, machin. On n'a jamais rien trouvé, enfin, on n'a pas trouvé le pourquoi. Voilà, c'est arrivé une fois, j'avais fait le tour à l'époque de tous les chirurgiens de la scoliose. C'est ultra rarissime, mais enfin, ça peut survenir sans qu'il y ait de pathologie vasculaire sous-jacente, quoi. Gilles? Est-ce que ce sont des facteurs organisationnels ou juste l'algorithme décisionnel, c'est-à-dire le temps de réfléchir à ce qui s'était passé, qui ont fait que vous l'avez repris à J1 pour lâcher la distraction? Voilà, est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas accès au bloc ou des choses comme ça? En fait, la question a été que, étant donné qu'on n'avait aucune alerte et qu'elle s'est réveillée paraplégique, on a lancé l'imagerie. On a eu le scanner et l'IRM, et sachant que, étant donné que les deux étaient sans aucune anomalie, on discutait tous ensemble pour savoir ce qu'il fallait faire. Après, est-ce qu'il aurait fallu la reprendre d'emblée après ces deux imageries ou sans les imageries? Ça, je sais pas. Parce que c'est une question qu'on peut avoir. Alors, c'est toujours pareil, on analyse le dossier à froid, donc on a des idées qui ne viennent pas toujours forcément à chaud, mais comme les ischémies, elles ne se voient pas forcément à l'IRM précoce, peut-être que le relâchement un peu plus précoce aurait peut-être permis, je ne sais pas. J'ai deux remarques. Premièrement, c'est vrai que l'IRM précoce, elle est indispensable pour le diagnostic différentiel. Et donc, s'il y a un hématorachis ou quelque chose comme des choses comme ça, en sachant que même en cas de paraplégie, en général, elle est normale. Parce que l'IRM, on va voir l'inflammation. Elle va montrer l'hypersignal qui est le témoin de l'inflammation. Et cette inflammation, elle va apparaître en 12-24 heures. Même plus longtemps, c'est même 48 heures parfois. Donc, en fait, ça ne veut pas dire IRM normal juste en post-op, qu'il ne faut pas reprendre le patient. Après, ça permet aussi d'évaluer les autres causes. Et la deuxième chose, c'est que moi, personnellement, tous les problèmes neurologiques que j'ai eus, c'est sur des génopathies comme ça. C'est-à-dire que tous ces patients-là, on ne comprend pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut leur faire parfois rien du tout et le patient se réveille tétra ou paraplégique. Heureusement, c'est exceptionnel, mais en fait, ces patients-là, c'est pas des moelles normales, quoi. Enfin, ouais, c'est des moelles très, très à risque, bien que là, on n'a pas eu une chirurgie manifestement agressive, hein, en termes de saignement et même en termes de correction. Oui, enfin, oui, je pense que j'aurais peut-être relâché, mais je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Malheureusement, enfin, moi, dans mon expérience, tous les cas que j'ai eus, c'est des ischémies étendues du rachis, c'est-à-dire qu'à 48 heures, on voit des moelles qui sont grillées sur 6 ou 7 étages. On ne sait pas pourquoi. Non, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai vu 2-3 sur moi, toute ma carrière, mais chaque fois, c'est pas des scolioses idiopathiques, hein. Oui, génopathie ou. Non, sur des chirurgies, oui, chirurgie première ou retention, quoi, et pas forcément des corrections très importantes. Avec aussi, du coup, une symptomatologie qui s'aggrave à 72 heures d'un para qui devient tétra.
Oui. Quand on a un accident comme ça, c'est une blessure immense pour les chirurgiens que nous sommes. Et on souffre d'autant plus quand on n'a pas d'explication. Parce que quand on a une explication, on peut se taper la tête contre les murs en disant t'es un con, t'as encore fait un truc. Mais quand on n'a pas d'explication, on est désarmé. Alors moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai travaillé avec un neurologue qui a toujours, parce que quand vous appelez un neurologue, il vous dit, bah, il est paraplégique. Bah oui, je n'ai pas besoin d'un neurologue pour savoir qu'il est paraplégique. Et celui-là me disait, voilà, c'est là, c'est là. Alors, il était un peu focalisé sur l'ischémie médulaire, mais je vous avais montré ça au dernier geste à Strasbourg. Il me disait, vous allez en T6, vous libérez un peu la tension, et puis voilà. Et puis, on en a sauvé beaucoup comme ça, parce que je pense qu'il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'ischémie médulaire qui peut arriver pour différentes façons, parce qu'on a un peu distracté, donc l'artère est fait comme ça. Mais ce n'est pas du mécanique. On est les champions du mécanique. On l'a vu tout à l'heure, on peut, avec Solène, on enlève la hernie discale, on espère que ça se passe bien, mais au moins on sait que c'est une hernie discale. Mais quand on ne sait pas ce que c'est, on est dans une solitude qui est terrible. Et moi, je compatis avec vous parce que fort heureusement, je ne serai plus complice d'une paraplégie. Mais croyez-moi, j'ai passé de très, très mauvais moments dans ma vie à cause de ça, à côté d'autres choses. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est Vincent. Un petit commentaire pendant le changement d'orateur. Une question un petit peu novice, mais si je fais un peu référence aux AVC ischémiques dans la prise en charge des accidents neurologiques centraux, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des protocoles un peu flair, des protocoles de diffusion sur les IRM pour pouvoir voir plus précocement justement ces ischémies médulaires? Une question à un radiologue, effectivement. Sûrement. Donc, tous les radiologues peuvent répondre. On va appeler celui de garde à l'hôpital. Suivant.